C'est un plaisir de te recevoir, Faustine. Tu es la présidente de la DAN. C'est vraiment une association très importante dans l'écosystème du Web3. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur ton parcours et la DAN? Est-ce que tu peux nous expliquer tout ça? C'est déjà un plaisir réciproque. L'ADAN, c'est une association professionnelle. Mhm. Donc, notre objet, c'est de fédérer, de représenter et de porter la voix des entreprises Ok. qui construisent des cas d'usage autour de Web3 grâce aux technologies blockchain et grâce aux cryptoactifs. Donc, c'est vrai qu'au début, l'association, c'était principalement des nouveaux entrants, Mhm. des nouveaux acteurs qui ont été les premiers à se saisir de cette innovation technologique. Mais de plus en plus, ce que l'on voit, c'est que d'abord des établissements bancaires et financiers, mais en fait finalement tout type d'entreprise s'intéresse et Mhm. se saisit parce qu'elle comprend que c'est une technologie et que donc il n'y a pas de raison qu'elle ne puisse pas également l'exploiter. Et donc aujourd'hui l'association, la DAN, c'est 200 entreprises membres qui Wow. sont ce mélange des genres entre justement Mhm. ces nouveaux acteurs et ces plus gros mastodontes qui souhaitent développer, souhaitent adopter ces technologies pour soit optimiser des activités existantes, Mhm. soit carrément développer des nouveaux projets et parfois en collaboration avec justement cet écosystème natif. Wow. Donc ça doit être la course tous les jours parce que j'imagine 200 acteurs, ça doit pas être facile. Et toi, quel est ton rôle en tant que présidente au quotidien? Qu'est-ce que tu dois faire? On a la chance de se croiser durant un événement, on s'était déjà vu sur un podcast. On te voit partout. C'est quoi le rôle de présidente de la DAN? Alors c'est un rôle assez protéiforme. C'est effectivement être présente, mais pourquoi Parce que c'est pas le tout de s'afficher. Premièrement, parce qu'il y a encore beaucoup de pédagogie à faire pour Ok. faire comprendre ce qu'est le Web 3. Alors de moins en moins, puisque c'est de plus en plus connu, Mhm. même si le Web 3, ça peut souvent être réduit au marché crypto, aux aspects financiers derrière les technologies blockchain et les cryptos, alors que le Web 3, finalement, c'est ce nouveau monde numérisé grâce aux technologies blockchain, grâce aux cryptoactifs, mais finalement que l'on parle de services financiers, que l'on parle du marché de l'art, que l'on parle des jeux vidéo. Et donc c'est toute cette réalité que l'on doit encore faire connaître, faire comprendre, pour que les gens réalisent qu'on est en train de changer de paradigme, c'est-à-dire qu'on était dans l'Internet de l'information, cet Internet 2.0, parce que souvent on parle de Web 3, Non, c'est mais pas en ce que fait les c'est. gens ne savent pas qu'on est dans le Web 2. Donc on explique, voilà, l'Internet de l'information, jusqu'à maintenant c'était très facile de lire, d'écrire sur les réseaux sociaux, sur Internet. Avec le Web 3, c'est toute la notion de propriété numérique et de Ok. contrôle que l'on va réintégrer et il faut faire comprendre aux gens ces opportunités-là. Et pourquoi, en fait, aujourd'hui, c'est pas forcément normal que, voilà, des services gratuits, c'est parce qu'on donne nos données, parce qu'elles sont Totalement. monétisées et que c'est pas nous. Voilà, tout ça, en fait, finalement, si on ne se sait pas, on a l'impression que c'est standard, que c'est la vie doit être faite comme ça, alors qu'en fait, il y a des nouvelles opportunités de renverser la vapeur et de redonner le contrôle, redonner la propriété, démocratiser l'investissement financier aussi. Mhm. Et donc, toute cette éducation autour de ce qu'est le Web3 aujourd'hui, ce qu'il sera demain, et comment les entreprises, qu'elles soient natives de l'innovation ou plus anciennes, comment ces entreprises doivent s'en saisir et pourquoi, pour les raisons d'autonomie stratégique de l'Europe, de la France, pour les raisons de compétitivité. On est dans une course internationale, hein, le Totalement. numérique n'a pas de frontières. Pour toute la valeur, tous les emplois que ça va créer chez nous si on aide l'écosystème à se développer. Voilà, c'est tout ça qu'on explique d'abord. Et donc, en tant que présidente, c'est vrai que si je vais à des conférences, il y a tout cet aspect pédagogique. Il y a aussi l'aspect plus défense, on va D'accord. dire, des positions, des messages que l'association porte en faveur de ses membres. C'est-à-dire que nous, notre objet, pourquoi on fédère, représente et porte la voix des membres, comme je le disais tout à l'heure, c'est parce qu'on veut que cet écosystème se développe. Et donc, on veut lever les freins et les barrières à leur développement. D'accord. Et pour ça, il y a quand même des freins d'abord réglementaires. En tout cas, une réglementation qui se met en place et pour qu'elle soit efficace et qu'elle aide le développement de l'innovation, il faut qu'elle soit adaptée et proportionnée. Donc, on va prendre part à plusieurs niveaux des débats réglementaires. En amont, quand il s'agit du moment où les décideurs vont écrire, D'accord. en aval, quand il faut que les acteurs se mettent en conformité. Voilà, nous, on s'inscrit là-dedans. Et donc, pour moi, la présidence, ça peut être des journées où voilà, je vais expliquer non, Mika, il ne faut pas que ça couvre la DeFi, il ne faut pas que ça couvre les NFT. Non, les jeux nums, ce ne sont pas des jeux d'argent et de hasard classiques. Et voilà, c'est un message qu'il faut pouvoir porter et dont, en tant que présidente, en fait, je suis porte-parole. Et ça, c'est les messages sur la réglementation, mais finalement, tous les messages où on va expliquer pourquoi telle politique publique, tel besoin. Enfin, on va porter tout ça Mhm. auprès des bons interlocuteurs, que ce soit les décideurs, le Parlement, les régulateurs, etc.
Et donc, cette casquette de présidente, en fait, me permet d'être ce porte-parole. Ça doit être un gros travail au quotidien. Félicitations en tout cas pour ce que tu fais. On te voit partout. Nous, ça fait très longtemps qu'on est dans l'écosystème. Et du coup, Faustine, on t'entend partout. La Dan aussi. Donc vraiment, bravo pour ça. Et en plus, on a la chance de se croiser sur cet événement de Gaulle Florence. À quel point c'est important pour toi de justement de participer à des événements? J'imagine que pour l'adoption, c'est important, mais aussi pour tous les gens qui sont associés dans la Dan. Tu participes à ces événements. Tu apportes aussi ta parole, ton aura. C'est à quel point c'est important pour toi? En fait, l'enjeu, c'est qu'on rapproche des mondes qui ont l'impression que soit ils ne peuvent pas, soit n'ont pas besoin de dialoguer ensemble. Et je pense d'ailleurs plutôt à ce monde traditionnel qui voit l'innovation arriver Mhm. et qui pense que soit elle n'est pas intéressante, soit elle n'est pas pour eux et que finalement ils n'ont pas d'intérêt à s'en saisir et que voilà, il y a des nouvelles personnes qui vont le faire et ils n'y croient pas forcément. En fait, on a besoin que tout le monde comprenne que on a ces innovations au bénéfice de tout le monde et que chacun a besoin de l'autre. Donc, l'écosystème natif a besoin d'embarquer les acteurs traditionnels. Je pense à des problématiques qui sont malheureusement encore présentes, comme les problèmes de bancarisation, les problèmes de produits d'assurance qui ne sont pas adaptés aux nouvelles activités crypto, les problématiques de financement Mhm. que rencontrent les nouveaux acteurs, en particulier les plus jeunes. Ça, si on n'embarque pas le système traditionnel, qui sont, je ne vais pas dire à l'origine, mais qui vont pouvoir résoudre ce problème, on n'ira pas plus loin. De l'autre côté, il faut qu'on explique que si les acteurs traditionnels ne se saisissent pas de ces innovations et que pour ça ils peuvent se référer, faire des partenariats, s'appuyer sur cet écosystème nouveau, en fait, ils courent à leur perte. Parce qu'il y a une nouvelle concurrence locale européenne, une nouvelle concurrence extra-européenne, et que ce soit des nouveaux acteurs crypto, des nouveaux acteurs de la fintech, des nouveaux acteurs de la tech. Et que donc si eux aussi veulent survivre dans ce Web 3 qui arrive, puisque ce sont des acteurs plutôt Web 1, Web 2, Mhm. il va falloir qu'ils, en cédant des acteurs, en fait, trouvent leur place. Ok, Parce que ce monde va exister. Et c'est ça qu'on doit encore faire comprendre. Ce monde à propos duquel ils ont pu être défiants, où ils n'ont pu peut-être pas y croire tout de suite parce que c'est des technologies assez jeunes, ça fait plusieurs années que voilà, c'est plus à prouver leur totalement. efficacité, leur utilité. Donc ce monde va exister. Et là où elle pouvait ne pas y croire, désormais il faut qu'elle fasse avec. Et on a besoin qu'elle fasse partie de ce monde. D'accord. Et donc, du coup, pour toi, actuellement, l'écosystème français, comment tu le situes par rapport à l'écosystème européen? En avance, en retard? J'ai l'impression, moi, qu'il est en avance. Est-ce que c'est un sentiment que tu partages aussi? Oui, l'industrie française est vraiment le moteur de l'industrie européenne du Web3, Trop cool. la plus structurée, où on a le plus d'entreprises, les plus professionnalisées aussi. Waouh. Ça a beaucoup été stimulé, alors outre des éléments, on va dire pas crypto-spécifiques, j'entends les talents qu'on a, par Mhm. exemple, dans des matières importantes que sont l'informatique, les maths, la finance, sur lesquelles on a beaucoup d'usage du Web3, des marchés crypto aujourd'hui outre ces éléments non spécifiques, mais qui ont concouru à ce que voilà, on ait des très belles pépites déjà qui se développent C'est et clair. toujours aujourd'hui, le fait que la France s'intéresse très tôt et mette en place une réglementation a permis à l'écosystème de se structurer. Alors, D'accord. la réglementation, ça peut être à double tranchant. Elle est nécessaire parce que si on n'a pas, on sait de toute façon qu'il y en aura une. Donc tant Mhm. qu'il n'y en a pas, les acteurs ne sont pas très confortables de développer un projet. Ils ne savent pas à quelle sauce ils vont être mangés, donc on a besoin de leur expliquer laquelle. Et c'est un facteur de confiance, que ce soit pour l'utilisateur qui va adopter demain un nouveau service, un nouvel usage, euh, et aussi pour ses partenaires bancaires financiers classiques, pour qui un acteur qui est régulé inspire plus de confiance. En tout cas, c'est plus facile d'aller vers lui. Donc on a besoin de cette réglementation, néanmoins, il faut qu'elle soit proportionnée et adaptée pour que si elle instaure cette confiance, c'est parce qu'il y a des acteurs qui ont survécu à C'est la mise en clair. place de cette réglementation. Et donc à l'époque où la France a mis en place cette réglementation avant que l'Europe ne mette en place la sienne et l'harmonise au niveau de l'espace économique européen, le choix a été fait justement d'aller de façon progressive avec une partie obligatoire à court terme, une partie optionnelle où on se dit bah, on va laisser le temps aux acteurs de déjà se faire à cette première partie de la réglementation, ensuite ils iront sur la seconde et de toute façon il y avait bien la perspective qu'une réglementation européenne arriverait. Cette Ok. progressivité, elle était justement motivée par la compréhension d'une industrie jeune
qui a besoin de se structurer et qui ne peut pas allouer toutes ses ressources humaines et financières à la mise en conformité, mais qui a encore besoin d'évoluer et de développer pour être vraiment résilient et solide. Donc cette réglementation, si elle est adaptée et proportionnée, c'est bien. Ce qu'on voit en Europe, c'est que MiCA, pour les marchés de cryptoactifs, va être une réglementation quand même assez stricte. Et donc, l'avenir dira qui seront les acteurs, et on espère le plus possible, qui vont pouvoir passer cette marche supplémentaire. Ouais, et puis ça risque de bien nettoyer aussi le marché entre les acteurs sérieux et pas sérieux, ce qui parfois C'est l'intérêt. a été la souffrance de cet écosystème du Web3. Quelle est du coup la vision de la DAN pour les 2, 3, 4, 5 prochaines années? Parce que toi, en tant que présidente, tu en as encore pour un petit moment, j'imagine, tu as beaucoup de travail derrière. C'est quoi la vision de la DAN? C'est de devenir, au-delà d'être un acteur français maintenant et d'être de plus en plus européen, c'est ça? Tout à fait. La DAN a deux ambitions renouvelées cette rentrée, mais qui sont déjà des ambitions qui ont été établies sur les précédentes années. L'européanisation de l'association. Waouh. Nous représentons 200 entreprises, pas que françaises, et notre Ok. but, c'est justement de grossir et de pouvoir représenter tous ces acteurs. Par définition, une entreprise française est européenne. Par définition, tous les travaux que nous menons à l'Europe sont bénéfiques à des entreprises européennes qui ne sont pas françaises. Et nous sommes déjà l'association la plus importante d'Europe en termes de membership, en Bravo. termes d'influence. Et le but, c'est de pérenniser cette stature et de toujours plus représenter l'ensemble de l'écosystème. Notre deuxième ambition, c'est la diversification de notre représentativité. L'association représente des acteurs de plus en plus divers et des cas d'usage de plus en plus divers et des typologies d'acteurs de plus en plus diverses parce que c'est la façon dont l'industrie évolue. Donc, on a pu être perçu au début comme une association très marché financier crypto, Ouais. avec les prestataires de services numériques, les PSAN, mais en réalité, on va travailler sur tellement de sujets qui vont impacter tellement d'autres acteurs, la DeFi, ceux qui vont utiliser des NFT, les jeux vidéo Web3 dont je parlais, qu'il faut que l'association soit de mieux en mieux perçue comme cet acteur à la représentativité plus généralisée. Et y compris sur le fait que nous représentons bien sûr des startups, bien sûr des jeunes acteurs natifs de cette innovation, Et des gros. mais des gros. Voilà, aujourd'hui, on va avoir des gens comme Société Générale Forge, la Banque de Lubac, Crédit Mutuel Arkea, Odo BHF, BPCE, Moody's, Mastercard, j'en oublie, qui sont des pionniers. Nous, le besoin, c'est qu'on embarque tout le monde. Encore une fois, pour les problématiques que j'évoquais, qui est que tout le monde va avoir besoin de chacun demain si on veut que l'Europe reste ce moteur du Compétitive. Web3 à l'international. Waouh, incroyable. Et là, actuellement, qu'est-ce que tu penses de l'adoption? On voit qu'il y a de plus en plus, donc tu disais, des gros acteurs, des petits acteurs. Donc ça, c'est pour la partie professionnelle. Est-ce qu'il y a de plus en plus aussi de particuliers qui sont dans l'écosystème? Est-ce que tu trouves que l'adoption commence à prendre de plus en plus? Oui, alors on a une étude annuelle qu'on mène avec KPMG et Ipsos et on mesure l'adoption par les Ah, Français des trop cool. cryptos. Et donc en 2024, on a révélé ces chiffres au mois de mars. C'est 12% de Français qui détiennent des C'est cryptoactifs. incroyable. Surtout, c'était 10% l'an dernier et c'était 8% il y a 2 ans. Donc on est, alors que on peut se rappeler, hein, 2022-2023, il y a quand même eu des petits accidents de marché, des actualités C'était pas la folie tout le temps. semi-positives, voilà. Mm, Ça n'a pas du tout remis en cause incroyable. ce phénomène, cette croissance structurelle de l'adoption. Et les Français ont donc bien compris qu'il y a un intérêt. Selon les cryptoactifs, puisque c'est ça qui est intéressant aussi dans l'étude, et c'est pour ça que j'invite à se plonger dedans, parce qu'elle est assez riche, mais voilà, Pas de souci. on étudie pourquoi les Français vont vouloir aujourd'hui et demain des crypto-monnaies, des NFT, des stablecoins, voilà, on va un peu dans le détail justement, en montrant que voilà, les Français comprennent pour les NFT, on s'en sert parce qu'on a envie voilà, d'identité, d'avatar personnel, de faire des jeux vidéo. Les crypto-monnaies, oui, c'est un outil, on diversifie son épargne. Les stablecoins, ben, on comprend, c'est un véhicule pour accéder à la DeFi. Voilà. Mm, On a quand même une compréhension globale qui s'améliore de la part super. des Français. On n'est pas les meilleurs parce qu'on a les Pays-Bas et le Royaume-Uni, on fait des comparaisons où l'adoption est plus importante par leur D'accord. population. Ok. Donc il y a une marge. Non, en tout cas, ça part bien. Non, complètement. Complètement. Et donc, le fait qu'il y ait un cadre réglementaire, le fait qu'il y ait des acteurs sûrs qu'on peut identifier parce qu'ils sont réglementés ou parce qu'ils sont là depuis longtemps, en particulier en France, le soutien des pouvoirs publics français et européens à l'innovation, tout ça concourt. Et puis, les développements de cas d'usage aussi par des acteurs traditionnels qui connaissent mieux, tout ça, ça concourt effectivement à rassurer et dans cette action pédagogique Qui mise en globale, place, ouais. voilà, à amener les gens de plus en plus, même s'il y a encore beaucoup de travail à faire de C'est sûr. l'ensemble du secteur, hein, les entreprises, nous en tant qu'association,
les créateurs de contenu. Encore beaucoup d'actions pédagogiques à mener pour que Totalement. ce soit pérenne. Ok. Et du coup, si on est un nouvel acteur, quel conseil tu nous donnerais en tant que nouvel acteur, que ce soit professionnel ou particulier? Je veux m'intéresser au Web3, je commence à m'y intéresser, mais j'ai peut-être un petit peu peur. Quel conseil tu donnerais? Alors, pour une entreprise, ce qu'on peut parfois voir, c'est que des porteurs de projets vont s'intéresser un peu tard au cadre réglementaire dans lequel ils veulent se trouver. Hmm. Et c'est hyper important parce que ça peut totalement modifier une roadmap ou un projet. Si on te dit, bon, bah, là, tu as fait une plateforme de dérivés, Mhm. bon, ben, pour te dire, tu as ça comme réglementation derrière. Si tu t'y es intéressé 1 an, 2 ans trop tard, bon, c'est tout le temps perdu, c'est des ressources perdues. Donc, s'intéresser à quel est l'état de la réglementation au début, pas au jour 1, hein, mais pas trop tard, c'est Ouais, je très comprends. important parce que soit elle existe, soit potentiellement, parce qu'il y a encore beaucoup de travaux réglementaires à mener, il y a une façon d'influencer à quoi elle va le ressembler, et donc de la façon la plus favorable au développement du projet. Pour les particuliers qui veulent s'intéresser, qui veulent investir dans les cryptos, c'est très important qu'ils soient au courant qu'il existe une réglementation. Pourquoi? Parce que ça veut dire qu'il existe des acteurs Mhm. réglementés et des acteurs non réglementés. Et que donc, pour être plus sûr vers qui se tourner, il faut se tourner vers ces acteurs réglementés. Soit on regarde la liste blanche de l'AMF qui va dire quels sont les PSAN qui sont aujourd'hui enregistrés, Je comprends. soit demain, on regarde quand la réglementation européenne sera en application, quels sont les acteurs qui sont en conformité avec le règlement MICA. Mais le simple fait de savoir qu'il y a une réglementation qui Ça existe aide. permet aux gens de savoir que c'est un critère différenciant dans les prestataires auprès desquels ils vont se tourner. C'est vrai que si on ne sait pas qu'il existe une réglementation, on ne sait pas que tu peux avoir un acteur A et un acteur B, qu'il y en a un qui est régulé, qu'il y en a un qui n'est pas régulé, et donc il y en a un qui présente des meilleures garanties que l'autre. Donc il faut que les personnes s'intéressent à la réglementation. Et que d'ailleurs, dans cet effort pédagogique, y compris les entreprises, et surtout les entreprises qui sont en conformité, mettent cela en avant parce qu'on le voit aussi dans l'étude. Une fois que les gens sont au courant qu'il existe une réglementation, c'est vraiment un critère sur lequel Ok. ils vont fonder leur décision de se tourner vers un prestataire A ou un prestataire B. Ok, bah merci pour cette explication. Si demain je veux rejoindre la DAN, comment ça se passe? Est-ce que tu peux nous expliquer? Est-ce que je dois te contacter toi? Si oui, comment? Est-ce que je dois aller directement sur le site internet? Comment ça se passe? C'est très simple, il faut aller sur le site internet. Ok, Il y a cool. un formulaire d'adhésion. On est ravis d'avoir des nouveaux membres qui nous rejoignent, de pouvoir les intégrer à nos travaux, de pouvoir les Trop bien. représenter, de collecter des informations très précieuses à l'association du terrain, par définition de nos membres, pour pouvoir orienter au mieux notre action. Donc c'est très important de nous rejoindre. Donc ceux pour qui Trop ce n'est cool. pas déjà le cas, n'hésitez pas. Foncez, rejoignez la Exactement. DAN. Ok, bah merci Faustine pour cette explication. Dernier mot sur l'événement. Qu'est-ce que tu as pensé de cet événement? Qu'est-ce que tu as ressenti? Il y a des gros acteurs, il y a vraiment du très beau monde. Est-ce que tu peux nous partager un petit peu un mot sur cet événement? Bah, c'est un très bel événement dans cet objectif commun que donc nous avons de rapprocher un monde financier classique, Mhm. traditionnel, et des nouveaux acteurs qui ont tout intérêt à se rencontrer. Et donc dans ces efforts pédagogiques qu'il convient encore de mener, Mhm. ce genre d'événement et ce mélange des genres est extrêmement précieux. Trop cool. Donc bravo au lancement de l'Observatoire Finance on-chain. Ouais, bravo à De Gaulle Florence pour cet événement et tout ce qu'ils font. Merci Faustine pour tout ce que tu fais. Bravo encore une fois. Ça, franchement, on te voit partout, donc tu fais un gros travail. Donc bravo Faustine pour tout ce que tu fais. Merci Et beaucoup. à très vite. À très vite.